Handicap et fonction publique, les grands témoins d'Occitanie. La série podcast du FIPHFP en Occitanie. Bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, ce podcast est composé de 2 épisodes. Voici le premier. Bonne écoute à vous. Bonjour à vous. Nous poursuivons cette série de podcasts du Handicap Occitanie et nous accueillons aujourd'hui 3 interlocuteurs. Madame Audrey Vedel, attachée d'administration au centre hospitalier de Sète, José Martinez, administrateur de l'ANFH et président de l'ANFH Occitanie 2021, et Aude Delpech, déléguée régionale de l'ANFH Occitanie. Je vous propose dans un premier temps de vous présenter. Bonjour, donc je suis Audrey Vedel, attachée d'administration aux hôpitaux du bassin de Thau à Sète, un établissement d'environ 1800 agents, personnel médical compris, une structure intercommunale avec l'hôpital Saint-Clair à Saint-Loup sur Agde, mais également des maisons de retraite sur le site de Sète, enfin des EHPAD plus exactement, sur le site de Sète, de Marseillan, d'Agde, de Vias également. Voilà, j'ai une formation initiale de droit puisque j'ai une maîtrise et un DESS en droit social et en économie et gestion hospitalière. Et j'ai fait pendant 10 ans au sein de la fonction publique hospitalière. Je me suis occupée du secteur de la formation. Et puis, depuis 2013 environ, j'occupe des missions plus transversales sur la direction des ressources humaines et des affaires médicales, sur le secteur affaires générales, juridiques, médicales, carrière, formation. Et je suis, depuis cette date-là, donc 2013, référente handicap. Ok, parfait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Madame Vedel. Monsieur Martinez, je vous laisse la parole. Oui, bonjour. José Martinez, je suis cadre de santé au CHU de Nîmes et je suis administrateur à ANFH, président régional pour l'année 2021. Donc, je suis là dans le cadre d'une des valeurs de la ANFH qui est le paritarisme, c'est-à-dire que l'ensemble des instances de décision et de consultation est administré conjointement par les représentants des organisations syndicales et des organisations FHF au niveau local, au niveau territorial, régional et national. Les autres valeurs, puisque le paritarisme en est une et je siège à ce titre-là, les autres valeurs de la ANFH étant la solidarité, c'est-à-dire mutualiser les fonds pour permettre un meilleur accès à la formation pour tous les agents, quel que soit le type et la taille d'établissement. Et troisième valeur, la proximité. Donc 16 délégations régionales et 26 délégations territoriales. Les administrateurs se sont prononcés au moment de la réforme territoriale pour maintenir un comité territorial au plus proche des établissements et au plus proche des agents de la fonction publique hospitalière. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Madame Delpech. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, le bras droit, j'allais dire technique du versant des administrateurs politiques qui vient d'être présenté avec Monsieur Martinez. Donc, effectivement, Aude Delpech, déléguée régionale de l'ANFH Occitanie. Je suis en poste depuis le 1er février dernier. Donc, ça fait une grosse année que j'œuvre maintenant, en tout cas en région, dans cette belle maison qui est l'ANFH. Monsieur Martinez le rappelait, dans les valeurs de l'ANFH, on a cette dimension proximité. Donc, moi, j'ai en fait une double casquette. Je suis à la fois déléguée territoriale du territoire Languedoc-Roussillon, mais également déléguée régionale de l'Occitanie, puisque la NFH a vraiment privilégié, au moment de la réforme, notamment territoriale et de la fusion des différentes régions, a voulu garder vraiment des antennes de proximité. Donc l'Occitanie, c'est quand même, et je préfère le redire d'ores et déjà, c'est bien 2 territoires. C'est le territoire, certes, de la NFH Languedoc-Roussillon, mais également nos collègues et nos équipes sur le territoire de la NFH Midi-Pyrénées. Pour débuter ce podcast, est-ce que vous pourriez nous indiquer en quelques mots les missions de l'ANFH ? Oui, donc pour moi, l'ANFH, il s'agit de la maison des hospitaliers pour les hospitaliers, donc ça c'est essentiel. L'ANFH est un OPCA, organisme paritaire collecteur agréé de la fonction publique hospitalière, qui collecte, gère et mutualise les fonds consacrés à la formation de plus de 950 000 agents des établissements sanitaires et médico-sociaux. L'ANFH collecte et gère également les fonds de formation destinés à financer la formation professionnelle des travailleurs handicapés accueillis par les ESAT, les établissements et services d'aide par le travail public.
3 missions principales donc pour la NFH, la collecte, la mutualisation et la gestion des fonds, l'information et le conseil, et ensuite le développement de la formation. Alors pour compléter et peut-être donner quelques éléments chiffrés, notamment la NFH Occitanie, c'est environ 200 établissements de la fonction publique hospitalière et l'ensemble des établissements en fait de la fonction publique hospitalière qui sont sur le territoire d'Occitanie sont adhérents à la NFH. Ça représente exactement, j'ai dit environ 200, mais c'est 207 établissements adhérents au titre du plan de formation à la NFH. Ces 207 établissements, ça représente en grosso modo un volume de 84 000 agents. Et la NFH vient soutenir annuellement, c'est des chiffres quand même clés et forts qui montrent le dynamisme de la formation dans la fonction publique hospitalière. La NFH vient soutenir environ 67 000 départs en formation annuellement. Donc c'est des taux d'accès à la formation qui s'élèvent à une hauteur de plus de 40% de taux d'accès à la formation chaque année pour les agents de la fonction publique hospitalière. José le disait, la NFH collecte et gère les fonds de la formation sans rentrer du tout dans le détail. Effectivement, la NFH va collecter de manière plus précise 5 fonds qui sont les fonds destinés au financement de la formation professionnelle tout au long de la vie ou du développement professionnel des personnels paramédicaux et médicaux employés par les établissements de la fonction publique hospitalière. Ces 5 fonds sont le plan de formation, les études promotionnelles et tout ce qui va être appui au parcours de qualification, le congé de formation professionnelle VAE, bilan de compétences, le développement professionnel continu pour le personnel médical et le fonds spécifique qui a été cité tout à l'heure de collecte pour les fonds pour les établissements et services d'aide par le travail, donc avec un statut public. Et en fait, c'est via la mutualisation, ça a été aussi redit tout à l'heure, que la NFH va proposer toute une série de dispositifs aussi et d'offres de services spécifiques aux établissements. On propose en région des plans d'action de formation régionale aux établissements, toute une série de prestations et de projets d'accompagnement thématiques notamment sur le handicap, on y viendra tout à l'heure. Et on va venir aussi soutenir toute une dynamique de réseau d'acteurs, de professionnels et d'agents en fait de la fonction publique hospitalière. On peut rajouter ou préciser que des subventions viennent compléter cette collecte dans le cadre de partenariats, par exemple avec le FIPH, le CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, des partenariats régionaux également, ou encore le Fonds social européen. Et effectivement, pour donner un exemple sur les partenariats régionaux, a été cité le partenariat avec le FIPHFP au niveau national, mais qui se décline après de manière très concrète, on y viendra je pense tout à l'heure aussi, sur des projets spécifiques d'accompagnement en région, donc avec le FIP au niveau régional, mais c'est aussi tout un travail qu'on mène aujourd'hui avec les administrateurs en région Occitanie pour avoir des financements complémentaires et des rapprochements avec l'Agence régionale de santé de l'Occitanie ou encore le Conseil régional. Ok, parfait. Écoutez, merci beaucoup pour cette présentation très complète. Effectivement, les auditeurs qui ne relèvent pas de la fonction publique hospitalière ne connaissent pas forcément les missions de l'NFH et son mode de fonctionnement. Donc je pense qu'avec ces explications, effectivement, ils pourront y voir plus clair. Alors je vous propose de continuer ce podcast en descendant un peu à l'échelle des établissements de la fonction publique hospitalière et pour vous interroger, Madame Wedel, sur, de votre point de vue, la situation des employeurs de la fonction publique hospitalière vis-à-vis du handicap au travail. Quelles sont vos observations par rapport à cette thématique-là ? Oui, ben déjà, il faut se souvenir que les établissements publics de santé, au même titre que les autres entreprises, ont une obligation de 6% de travailleurs en situation de handicap. Alors, chiffres qui, en tout cas au sein de notre établissement, mais je pense d'une manière assez générale dans la fonction publique, sont assez facilement remplis parce que nous avons beaucoup de personnel, et notamment de personnel du soin, et en premier lieu des aides-soignants, qui sont une population particulièrement soumise aux troubles musculo-squelettiques, qui ont de nombreux problèmes de dos et qui entraînent des problèmes de santé multiples et variés, et qui ont l'occasion de faire des reconnaissances en qualité de travailleurs handicapés, ce qui ouvre finalement dans les 6% de travailleurs handicapés. Oui. C'est un premier enjeu pour les établissements de santé parce que pour toute pénalité manquante, c'est quand même par unité manquante, pardon, ce sont des pénalités importantes auxquelles l'employeur risque de s'exposer.
Donc évidemment, c'est un premier enjeu qui est un enjeu financier, qui est peut-être pas le meilleur moyen, la meilleure porte d'entrée pour se sensibiliser à la problématique du handicap, mais qui reste une réalité aujourd'hui pour les établissements. Oui, tout à fait. C'est vrai que Après, c'est une on a porte d'entrée. Oui, pardon. Oui, tout à fait. C'est souvent une des portes d'entrée, effectivement, la question du taux d'emploi, par lesquels certains employeurs entrent sur le champ du handicap au travail, pour éviter évidemment de payer une contribution financière auprès du FIPHFP en cas de non-respect des fameux 6%. Ouais. Oui, tout à fait. Après, on a une problématique aujourd'hui qui est plus globale dans les établissements de santé, qui est une problématique générale de maintien dans l'emploi et de gestion de l'inaptitude, qui va peut-être au-delà, entre guillemets, de la simple question du handicap et qui permet un petit peu d'élargir le prisme. C'est une problématique générale et on développe les entretiens de deuxième partie de carrière, parce que voilà, avant d'arriver à des situations finalement où on doit gérer l'inaptitude, on essaie de prévenir toutes ces situations-là. Et puis, en dernier lieu, les établissements de santé ont la volonté, me semble-t-il, de faire évoluer les représentations en interne du handicap pour favoriser l'intégration des personnels en situation de handicap. Alors, pour eux-mêmes, pour ces travailleurs dans un premier temps, parce qu'il faut arriver à vaincre finalement cette espèce d'appréhension et à passer le cap de reconnaissance en qualité de travailleurs handicapés, et puis aussi pour leur intégration au sein des équipes, pour enlever les préjugés qui peuvent trop souvent encore exister, et de l'encadrement, et c'est un travail de longue haleine, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. Et plus précisément, concernant le centre hospitalier de Sète, est-ce que votre établissement s'est emparé du sujet du handicap au travail? Est-ce qu'il y a des actions spécifiques, une politique RH qui est conduite pour accompagner les agents rencontrant des problématiques de santé? Oui, alors on a essayé de se saisir du sujet et c'est notamment passé par un conventionnement avec le FIP qui a permis de structurer la politique handicap et maintien dans l'emploi, parce que je ne dissocie pas les deux, c'est vraiment étroitement lié, et donc il nous a permis finalement de poser un cadre institutionnel et en fait de s'approprier l'ensemble des outils mis à disposition par le FIP, en étant accompagné, bien entendu, avec la rédaction d'un cadre éthique et déontologique, avec la rédaction de fiches de mission pour chacun des acteurs autour du handicap, avec la rédaction d'un support de demande d'intervention qui permet après de trouver, de réfléchir à une solution de manière collégiale, avec l'écriture de diverses procédures sur de la mobilisation de fonds, sur le recours aux auxiliaires de vie professionnelle, etc. Donc, ce conventionnement a été un premier pas, et puis il nous a permis donc d'être accompagnés et de créer ce qu'on a appelé un COTEC, un comité technique handicap, qui est une instance pluridisciplinaire au sein de notre établissement, dans laquelle on trouve évidemment donc le référent handicap que je suis, le personnel de la DRH qui s'occupe de l'absentéisme, mais également les personnels du service de santé au travail, avec le médecin du travail, l'infirmier en santé au travail, la psychologue du personnel, l'assistante sociale du personnel, des cadres de santé, donc des cadres de proximité et de l'encadrement supérieur, et puis des techniciens quand on a besoin de réfléchir à des solutions. Donc on peut faire venir des responsables techniques, et puis on y avait intégré un travailleur handicapé pour essayer de rester au plus près du terrain. Donc ce comité technique assure à la fois le suivi des situations individuelles, et j'ai oublié, très important, on y avait associé les partenaires sociaux. D'accord. Donc, il assure à la fois un suivi des situations individuelles et des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, mais également un suivi du dispositif institutionnel sur le pilotage, la mise en œuvre, l'évaluation. En fait, ce comité technique recherche de manière collective des solutions sur des situations individuelles, donc au travers de la composante médicale, puisque je vous disais qu'il y a le médecin du travail qui est représenté, des composantes humaines, des composantes techniques, organisationnelles, psychologiques, en mobilisant finalement plus facilement les moyens financiers de la convention. Alors concrètement, ces mobilisations de fonds
ont permis le financement d'aides techniques, avec par exemple des achats de prothèses auditives, de fauteuils ergonomiques, d'aides pour le transport domicile-travail, des études ergonomiques, des chariots adaptés, des téléphones adaptés, mais également des aides humaines avec le financement d'auxiliaires de vie professionnelle et bien entendu des aides en matière de formation avec les financements de bilans de compétences, mais également de formations diverses et variées, que je vous détaillerai plus tard. D'accord, ok, bah écoutez, c'est très complet effectivement. Et ça fait combien de temps que l'établissement est conventionné avec le FIPHFP? Alors, on a conventionné pour la première fois en 2012. D'accord, donc vous faites partie des employeurs historiques sur le conventionnement FIPHFP. Alors, si on remonte d'un cran au niveau régional, est-ce que l'ANFH a des orientations spécifiques, stratégiques, concernant les situations de handicap au travail? Est-ce qu'il y a des moyens qui sont déployés pour mettre en œuvre les orientations de l'ANFH en matière de handicap au travail? Oui, effectivement, on peut dire que le handicap représente un véritable enjeu de société. C'est une problématique majeure pour la fonction publique hospitalière et pour la NFH, et qui recouvre deux aspects, le maintien dans l'emploi d'une part et l'intégration des travailleurs handicapés. Tandis que le gouvernement s'engage à prendre en compte le handicap dans l'ensemble des politiques publiques, la NFH accompagne les établissements et leurs agents à travers des projets de territoire, justement, par la formation, le développement des compétences, l'appui à la mise en œuvre de politiques handicap et leur intégration dans la gestion des ressources humaines. En tant qu'administrateur, notre engagement est entier à l'heure du renouvellement des conventions de partenariat avec le FIPHFP et le CNSA. La NFH Occitanie est fortement impliquée depuis plusieurs années pour soutenir la mise en œuvre des politiques handicap dans les établissements adhérents. Cet objectif d'ailleurs réaffirmé dans le projet stratégique national de la NFH 2020-2023 dans ses différentes ambitions. En Languedoc-Roussillon, depuis une dizaine d'années, déploiement d'offres spécifiques pour accompagner les établissements dans la politique handicap. En premier, j'étais déjà administrateur à l'époque. En 2010, premier projet handicap à destination des établissements de taille importante, plus de 600 agents, 600 000 agents, projet issu de la première convention nationale ANFH-FIPHFP, permettant la mise en place d'actions pour appréhender le handicap dans les établissements et initier un réseau de référents handicap permettant de partager des expériences. Dès l'origine, dès la genèse de ce premier projet, on a intégré une dimension de capitalisation au profit des plus petites structures et en 2014, un nouveau projet est mis en place, le projet interrégional handicap H300, permettant de proposer aux petites structures un accompagnement plus ciblé. Dans le cadre de ces projets, plusieurs prestations ont été proposées aux établissements, du conseil, diagnostic flash, élaboration d'un plan d'action et des réunions interétablissements pour la mutualisation. Ensuite, des formations destinées à soutenir la démarche de référent handicap. Et ensuite, une phase de capitalisation avec l'animation du réseau des référents qui maintenant est devenu les référents QVT suite à la fusion avec le réseau des référents RPS. Et je crois notamment que ce travail de capitalisation sur le dispositif H300 a notamment aussi été à l'origine de la création du site internet de la NFH consacré au sujet du handicap. Je remettrai le lien en dessous du podcast puisque nous en parlons très très régulièrement dans le cadre du dispositif Handipact avec beaucoup d'outils qui sont très intéressants et qui n'intéressent pas que les employeurs de la fonction publique hospitalière. Juste pour rappel, on retrouve une trentaine d'outils sur ce site internet qui sont tous en version modifiable, que ce soit des outils de suivi, que ce soit des guides, que ce soit des documents de communication, des courriers types, que des documents qui sont effectivement disponibles en version modifiable de manière à ce que chaque employeur de la fonction publique, hospitalière ou non, puisse s'en saisir et les adapter. Donc on remettra effectivement le lien de ce dispositif. Et j'en profite aussi, je rebondis sur ce que vous disiez, Monsieur Martinez, par rapport au projet que vous évoquiez sur le handicap qui a été lancé en 2010, qui a notamment aussi fait des petits, puisque si je ne dis pas de bêtises, ce projet il a notamment été dupliqué ou en tout cas
Il a inspiré notamment un autre projet qui était mis en place en Champagne-Ardenne, sous la même forme, Oui. puis en Lorraine et en Nord-Pas-de-Calais, si je ne dis pas de bêtises. Donc effectivement, C'est ça. on voit aussi que du coup l'Occitanie est aussi force de proposition et force d'innovation sur ces sujets-là. Et ça met aussi en exergue du coup le besoin important de la part des employeurs de la fonction publique hospitalière sur les sujets du handicap au travail. Retrouvez notre témoin du jour et toute la série podcast sur le site du Handipact Occitanie. À très bientôt!